Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, on le sait, notre société a autant besoin d'infirmières que de femmes de la diversité au sein de ses instances politiques. Or, notre invitée, Gracia Kasoki-Katawa, était infirmière gestionnaire avant d'être élue en novembre 2021, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Alors, comment cette jeune femme fait dans son rôle actuel pour arrimer ses nombreuses compétences au bénéfice d'un développement économique et social de son arrondissement? Alors, bonjour, Gracia Kasoki-Katawa. Bonjour. Bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Votre musique rend joyeuse. Oui, tout à fait. Et je sais que c'est une grosse semaine pour vous. Je vous remercie déjà d'avoir quand même pris ce temps dans votre agenda serré pour participer à Vivement les femmes. Donc, c'est un privilège pour moi de vous recevoir. Merci de me recevoir. Ça me permet justement c'est du bonbon pour moi. C'est-à-dire, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, en fait. Voilà, merci à vous. Donc, alors, comme je le disais au début, vous êtes infirmière et actuellement mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Vous avez dit dans une entrevue, et je vous cite, « Je vais toujours être prête à discuter de mon parcours pour qu'ils puissent, alors vous parlez à ce moment-là des jeunes, s'inspirer comme moi je l'ai fait avec d'autres personnes. J'ai utilisé l'inspiration que j'ai reçue d'autres parcours pour établir ma propre vie. L'inspiration est donc importante pour vous. Et pourquoi? » Oui, en fait, je pense que c'est de là qu'on puise des idées, qu'on est en mesure de se projeter, nous aussi, dans des postes ou des contextes similaires aux personnes desquelles on s'inspire. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, là, de participer. J'ai beaucoup participé à des conférences de leadership au féminin, d'audace au féminin, etc. Et puis, c'était vraiment une façon pour moi que de vivre, puis de peut-être m'approprier un peu le vécu de ces femmes qui nous partagent leur expérience dans ce type de conférence, puis de dire, mais en fait, moi aussi, peut-être que je pourrais justement leader une équipe, partager une vision, la réaliser, puis ça à la hauteur de mes talents, de mes aspirations, etc., donc à mon image, mais avec une énergie, une volonté similaire à ces femmes qui partageaient leur expérience à ce moment-là. Oui, tout à fait. Puis ce que j'aimerais aussi dans cette, ce que vous avez dit dans cette citation, c'est que c'est pour établir votre propre vie. Donc, vous avez puisé pour justement faire de votre vie, que ça réponde à votre image. Oui, tout à fait, parce que c'est clair que l'idée ici, c'est pas de copier puis de devenir une copie de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est vraiment un mélange entre le fait que, personnellement, je me suis toujours assurée d'être fidèle à moi-même. Et pour ça, c'est important de bien se connaître. Bon, on le sait, mais c'est important de savoir d'où l'on vient. C'est extrêmement important. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu mieux connaître mes racines congolaises, par exemple. Souvent questionner mes parents sur certaines de leurs valeurs, comprendre d'où viennent leurs valeurs, leur façon de faire, leur façon de penser, comprendre comment est-ce que ça m'a influencé moi personnellement. Et donc, je prends ça, puis je le juxtapose à justement des conférences, des moments de discussion avec des femmes qui ont un leadership qui m'inspire finalement. Puis je vois comment est-ce que je peux prendre en fait leur truc, leur expérience, etc., puis le mélanger avec ce que je suis pour
finalement, c'est ça, devenir la meilleure version de moi-même. Ah oui, tout à fait. Puis vous êtes originaire du Congo-Kinshasa, donc vous avez immigré avec vos parents. Alors pourquoi ils ont immigré au Canada et choisir aussi le Québec? Oui, c'est une bonne question. En fait, mon père a bénéficié d'une bourse de la francophonie. À l'époque, qui était donnée à plusieurs jeunes Congolaises et Congolais. Donc ça, c'était dans les années 80. Donc il a eu une bourse pour venir étudier à l'Université Laval en foresterie. Donc il a fait son bac ici. Ensuite, donc c'est vraiment ça qui l'a amené au Québec. Puis quand je dis, c'est vraiment à l'Université Laval, donc à Québec. Donc il a fait son bac, il est ensuite retourné au pays, marié ma mère. Ils ont eu deux enfants, donc je suis la première et j'ai eu un petit frère qui est né aussi là-bas. Et il a eu l'opportunité de venir faire sa maîtrise. Lorsqu'il est retourné au pays, il avait, je vous dirais, un bon contexte. Là, pour lui, sa carrière avançait quand même bien. Oui. Ça, c'était en 89. Sauf que pour ma mère, elle avait jamais quitté le Congo. Donc, lorsqu'il a eu l'opportunité, mon père connaissait, je veux dire, il a vécu au Québec, il a apprécié, mais il dit, bon, voilà, c'est l'immigration. On n'a pas, à ce moment-là, à Kinshasa, on était dans un contexte où, bon, moi, comme enfant, j'avais ma nounou, il avait son chauffeur. Voilà, puis mon père savait que, en tant qu'étudiant à Québec, c'est pas le même contexte. Donc, il n'était pas certain de vouloir revenir dans ce contexte-là avant d'avoir amené sa carrière à un certain niveau. Ma mère a insisté. Elle a dit, mais non, mais c'est égoïste. Moi, j'ai jamais vécu l'Amérique, etc. Donc, bref, voilà, les femmes, on a un certain pouvoir. Donc, elle a convaincu mon père. Puis, c'est comme ça que finalement, il est venu pour la maîtrise. Puis, tu sais, il a pris toutes ses affaires. Puis, pour lui, c'était vraiment un départ qu'aujourd'hui, on sait définitif. Oui. Mais je pense que plusieurs immigrants peuvent comprendre que dans la tête de mes parents, ils allaient éventuellement retourner. Ah oui, tout à fait. Alors, comment a été votre enfance à Québec? Alors, d'ailleurs, c'est ça, j'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu. Vous avez des frères? Oui. Vous êtes 2? On est 3. Donc, il y a un 3e qui est né ici. OK, d'accord. Donc, vous avez des frères et sœurs? 2 frères. Ah, 2 frères! Ah, la seule! Ouais, je suis la seule. La seule femme. OK. Et comment ça a été votre enfance? C'était... ben voilà, il y a différents éléments. Donc, d'un point de vue immigration, je vous dirais que j'étais habituée d'être dans un contexte où je suis la seule noire quelque part, jusqu'à ce que mon frère arrive, puis que là, on soit 2. Je vous parle de ça parce que, bon, j'ai grandi là-dedans, mais lorsque je suis arrivée, donc j'ai fini mes études, j'étais en train de finir mes études de sciences infirmières, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a lassée. En fait, je me suis dit, bon, déjà, j'ai vécu ça pendant vraiment mon enfance. Ça va, je veux dire, c'était l'environnement dans lequel j'ai grandi, je me suis fait plein d'amis, etc. Donc, ça va. Sauf que à l'Université Laval, j'ai toujours habité autour de l'Université Laval, puis pour ceux qui connaissent Québec, finalement, il y a des personnes qui viennent de partout, qui habitent à Sainte-Foy autour de l'université. Donc, mes amis étaient vraiment d'un peu partout dans le monde, puis c'est particulier parce que mon cercle d'amis s'agrandissait selon les différentes vagues d'immigration liée aux guerres à l'international. Donc j'ai des amis voilà de la Bosnie, d'autres personnes qui sont arrivées du Congo lorsqu'il y a eu des guerres durant les années 90. Donc bref, j'ai eu un cercle d'amis assez diversifié. Donc lorsque j'arrive dans le monde du travail, donc dans mes stages, etc., je me rends compte qu'en fait, c'était que mon cercle qui était plutôt diversifié parce qu'aussi, on a des contacts avec la communauté congolaise et africaine à Québec, etc. Mais je me rends compte que non, en fait, c'est une bulle un peu dans laquelle je vis parce que je constate que dans le monde professionnel, c'est assez homogène finalement. Donc, c'est ça qui m'amène à notamment faire le choix de déménager à Montréal, spécifiquement à Côte-des-Neiges, pour la diversité de sa population. Donc, ça, c'est une partie de mon enfance. Sinon, je vous parlais des valeurs familiales. J'ai grandi avec des parents. Littéralement, notre porte était toujours ouverte. Et c'est pas une façon de parler, c'est-à-dire que notre porte était toujours ouverte. Vraiment ouverte. Voilà, donc on avait des amis de mes parents qui appelaient et disaient « Ah bon, je suis arrivée, il y avait personne à la maison, mais il y a du foufou, du pondou au frigo, donc je me suis servie. » Puis ma mère a dit « Ah, il n'y a pas de problème, on arrive à 18h. » Donc j'ai vraiment grandi avec une famille et des parents qui sont... pour eux, la communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour eux, ils comprennent l'importance que ça a pour eux, donc ils y contribuent énormément. En fait, j'ai grandi vraiment dans cet esprit, en fait.
Je poursuis ma discussion avec la mairesse Katarois de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, il a fallu attendre novembre 2021 avant d'avoir à Montréal une femme noire, mairesse. C'est vraiment bien tard, hein, je pense. Ouais. Et qu'en pensez-vous? Écoutez, bon, je pense qu'il était temps Oui. d'avoir une femme noire mairesse d'un arrondissement. J'espère vraiment que je ne serai pas la dernière. Je veux dire, avant longtemps. Je pense que, bon, déjà aussi, ça fait pas longtemps qu'on a une première femme mairesse de la ville. Exactement. Et je pense que c'est ça, les femmes, on approche peut-être les politiques publiques, ben, clairement différemment de nos collègues masculins, hommes. Puis en tant que femme noire, il y a une autre, Oui. je dirais, couche de complexité avec laquelle j'approche les différentes politiques publiques. Ou lorsqu'on me présente un projet ou un dossier, j'ai souvent la possibilité de leur montrer une facette de la médaille qu'ils n'avaient pas vue, en fait. J'ai aussi, parce que justement je suis la première, j'ai aussi beaucoup la préoccupation de m'assurer que, comme j'ai dit, que je ne sois pas la dernière, mais que ce ne soit pas seulement des mots. Donc je travaille à m'assurer qu'on ait une fonction publique qui soit beaucoup plus représentative de la population que l'on dessert, par exemple, que ce soit en arrondissement ou à la ville de Montréal. Donc c'est quelque chose, c'est une préoccupation, en fait. Je veux vraiment m'assurer que, ben, tu as été la première, puis finalement, ça a pris 20 ans, 25 ans, 30 ans avant qu'une autre puisse accéder à ce poste-là aussi. Pour moi, ça serait, en guillemets, une déception. Oui, donc, mais je suis heureuse, je suis choyée. En fait, j'ai été élue avec 6 autres femmes noires à Projet Montréal. Oui. Et de un, ça a été une condition pour que je me lance. C'est-à-dire, ça a été un élément qui a pesé dans la balance de ma décision parce que c'était important pour moi de ne pas être la seule. J'ai été la seule dans d'autres contextes. Je sais à quel point c'est un défi important. Puis déjà que je me lançais pour la première fois en politique, etc. Donc, au moins, ça me rassurait de pouvoir avoir avec moi des personnes à qui je pourrais juste dire une phrase puis elles comprennent. Parfois, on a besoin de ça. Ou parfois, c'est un regard. Et je l'ai expérimenté, là, ça vaut de l'or, en fait. Donc, ces 6 femmes qui ont été élues avec moi. Il y a aussi des collègues de la communauté noire dans l'opposition. Puis, on est bien présents, même si on a parfois des visions différentes. Je pense qu'on comprend la valeur de notre présence au conseil municipal ou dans les conseils d'arrondissement. Donc, voilà, on travaille tous là. Puis, on a en Valérie Plante, honnêtement, une bonne alliée pour s'assurer qu'on ne soit pas les derniers. Tout à fait. Puis on parle de première, on sait que c'est sûr qu'il y a eu Valérie Plante, Dominique Olivier aussi première, vous aussi. Est-ce que pour vous, est-ce que vous sentez que c'est un peu une charge, que vous n'avez pas le droit à l'erreur en étant des premières? Ouais, c'est une bonne question parce que le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur n'est pas apparu avec le fait d'avoir ce poste de première femme noire mairesse d'arrondissement. Puis on en parle justement avec certaines de mes collègues où on se dit, en fait, nous, depuis qu'on est toute petite, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, c'est pas nouveau. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi d'autres femmes noires avec moi parce que je peux partager cette charge mentale qu'on traîne depuis notre enfance. Tout à fait. En fait, et s'assurer que, on se protège là-dedans psychologiquement, puis 2, aussi valider certaines de nos perceptions, se dire, bon, est-ce que je suis trop exigeante avec moi là-dessus? Oui, OK, non, OK, bon, d'accord. Donc, on est en mesure de se valider dans nos perceptions de cette charge mentale qu'on traîne, puis que, honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas comment vous dire, comment est-ce qu'on peut est-ce que c'est possible de se débarrasser de ça? Je n'ai pas de réponse à ça. Non, ça colle à la peau, je crois. En effet. En effet. Vous avez attendu avant de célébrer votre victoire parce qu'il y a eu un recomptage et tout ça. Donc, je me demandais comment vous avez vécu cette période d'incertitude qui était entre est-ce que je gagne pas? Comment que ça se vit? Ah, c'était quelque chose, je vais clairement m'en rappeler toute ma vie. Mais donc, c'est évidemment un très grand stress. Vous savez, moi, je me suis lancée en politique municipale dans Côte-des-Neiges NDG
En fait, je me suis lancée en politique à la base parce que je me disais que je pouvais vraiment amener quelque chose de différent, une autre perspective. C'est-à-dire que mon profil est un profil de plus à offrir à la population, puis c'est un profil qui ressemblait à aucun autre dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG. Donc, je me suis lancée, à partir du moment où j'ai pris la décision de me lancer, j'étais, comment dire, pas mal sûre de moi en termes de, ton profil est légitime, tu as développé les compétences. Je venais de passer plusieurs mois dans la pandémie à essayer de soutenir des équipes pour littéralement sauver la vie des gens. J'avais soigné les gens de Côte-des-Neiges-NDG pendant plus de 10 ans. Donc ça, j'étais convaincue que je leur offrais un profil qui en vaut la chandelle. À partir du moment où j'ai fait ça, après ça, on a fait la campagne, puis plus je parlais aux gens, même si les gens étaient réticents parce que, je vous connais pas, certaines choses que, voilà, les pistes cyclables, etc. Les gens arrivent un peu parfois avec certaines réticences, mais après une conversation de quelques minutes, j'arrivais à semer une graine dans leur esprit. Donc, tout au long de la campagne et du porte-à-porte, je me suis rendu compte que, plus les gens apprenaient à me connaître, plus, peut-être qu'ils me projetaient, en fait, ils étaient en mesure de voir en moi leur future mairesse. Donc, ça, c'était encourageant. Donc, durant toute la campagne, j'ai vu, en fait, cette progression, puis je me suis dit, je pense que ce profil-là leur plaît, finalement. Donc, lorsqu'on est arrivé le soir de la campagne et que, les résultats ont été annoncés très rapidement, et avec autant de points de différence, j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pas compris sur le terrain? Où est-ce que je suis pas allée pour voir que vraiment j'étais aussi loin de la marque, de la ligne d'arrivée? Et c'est ça qui m'a déçue. C'était pas... Tu sais, moi, je me lançais, je me disais, c'est une expérience de plus, j'ai les compétences pour. Si ça fonctionne, parfait. Si ça fonctionne pas, j'aurais acquis l'expérience pour peut-être une autre fois, etc. Puis j'ai plein d'autres talents. Je veux dire, je serais retournée dans le réseau de la santé, être aussi utile pour la société, etc. Donc, c'est ça qui m'avait déçue. Ce que j'avais vu comme résultat, c'était pas le pouls que j'avais senti de la population, puis je comprenais pas. Mais j'ai eu encore une fois un super bon réseau de soutien. Ma famille, toute l'équipe de projet Montréal qui me soutenait là chaque jour. Je recevais des textos pour m'assurer que tout va bien, mon mari, etc. Donc, ça m'a vraiment aidé à passer au travers. Puis finalement, il y a quand même un juge qui a dit que c'est moi qui ai été élue, quoi. Donc, donc voilà, là, on est certain. C'est ça. Toujours en compagnie de la mairesse Katarois de l'arrondissement Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. Gracia, je sais que c'est encore tôt, 2 ans pour faire son bilan, mais quand même au niveau personnel et puis peut-être au niveau professionnel aussi, qu'est-ce que, au bout de 2 ans, qu'est-ce que vous en retenez? 1 an et quelques mois, oui. Oui, c'est ça. Vous avancez vers le 2 ans. On compte chaque semaine quand on est en politique. Écoutez, pour ceux qui connaissent peut-être la politique à Côte-des-Neiges-NDG, il y avait beaucoup de travail à faire pour restaurer la confiance avec la fonction publique et s'assurer de mettre finalement développer ensemble des méthodes de travail qui vont nous permettre de vraiment servir la population. Puis ça, je suis contente parce qu'on a été en mesure de faire ce travail-là la première année. Puis, puis on voit en fait que je me rends compte que ça, c'est payant. C'est payant pour la population d'avoir des politiciens, politiciennes qui sont dans la collaboration, que ce soit localement ou avec la ville-centre, parce qu'on est en mesure de faire nos plaidoyers à différents niveaux, puis s'assurer que les dossiers des gens de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, soient pris comme une priorité, par exemple. Donc, c'est vraiment, ça a une valeur
Oui. la capacité des politiciennes et politiciens de collaborer. Donc ça, c'est un constat que j'ai fait. Un autre constat que je fais, c'est que, vous savez, depuis que je suis arrivée, j'encourage, je veux beaucoup encourager la jeune génération à se lancer. Jusqu'à maintenant, j'avais pas nécessairement vécu pas de difficultés majeures, c'est-à-dire qu'il y a des défis, mais je vous dirais que récemment, j'ai vécu des difficultés auxquelles je m'attendais peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que, bon, encore une fois, comme femme noire, il y a des choses qu'on vit depuis qu'on est jeune et on sait lorsque ces choses-là se présentent. Donc, je dois faire face parfois, un peu comme tous les élus, je suppose, mais à des citoyennes et citoyens agressifs, qui insultent, qui lèvent le ton fortement lorsqu'ils nous parlent. Puis jusqu'à maintenant, je me disais, bon, c'est le propre de la politique municipale. On est très près des citoyens. Puis lorsqu'ils vivent ces choses-là, ben, des fois, c'est émotif. Je le vis comme infirmière aussi. Sauf que là, récemment, ça s'est transposé dans la rue, où la personne était autant agressive. Mais là, on est dans la rue. On est dans la rue et j'ai eu peur. Et là, je me suis dit, donc, oui, moi, j'encourage les personnes à aller en politique. Il faut davantage des personnes qui nous ressemblent en politique. Puis d'un autre côté, j'ai aussi dit à mes collègues élus, j'ai dit, mais on peut pas accepter ça. Parce que c'est ça qui fait en sorte que c'est pas tout le monde qui se présente en politique. Je veux dire, là, aujourd'hui, bon, j'ai pas d'enfant, j'étais avec une collègue, etc. Mais le jour où je vais avoir un enfant, si Dieu le veut, ou, je sais pas, une personne peut-être plus vulnérable avec moi, comment je vais réagir si finalement ce type d'acte n'est pas condamné. Exactement. Donc, puis j'en ai parlé avec d'autres collègues élus qui vivent aussi ce genre de situation. Puis j'ai dit, mais c'est absolument inacceptable. Exactement. J'ai fait d'ailleurs une émission sur la misogynie en ligne et envers les femmes aussi. Alors, les femmes qui ont un certain pouvoir, qui assument des rôles décisionnels et tout ça. Donc, il y a une agressivité qui est aussi envers les femmes en premier, mais ensuite, en tant que femme noire aussi. Alors, on ajoute là dans les insultes, mais c'est un phénomène qui est bien connu. Condamné... mais c'est-à-dire, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Et puis, il faut que les gens comprennent que, oui, bon, la démocratie ne doit pas nécessairement cautionner la violence envers les élus. Puis bon, j'en parle au niveau municipal, mais il y a clairement des personnes aussi qui l'ont vécu au niveau provincial et fédéral, possiblement. Donc, je pense que c'est quelque chose que, comme société, on doit regarder. Puis c'est pas juste pour avoir des... Tu sais, parfois, on dit, mais pour avoir des femmes en politique, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de violence. Non, c'est juste pas correct. Comme j'ai dit, moi, je suis infirmière, puis on côtoie, en fait, l'être humain dans des contextes extrêmement stressants puis difficiles. Puis on vit aussi des situations de tension, mais il y a des éléments qui sont mis en place pour s'assurer que ce ne soit pas de la violence physique au point où on ait peur. Oui, c'est ça. Ça, je ne l'ai jamais vécu comme infirmière. Puis j'ai vécu des situations difficiles. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'on doive le vivre comme élu? Je me pose la question. Puis c'est une réflexion qu'en fait, j'ai amenée à mes collègues. J'ai dit, tu sais, si on veut... Bon, le fait qu'on soit là, déjà, c'est une preuve que c'est possible d'arriver. Mais je pense qu'on doit s'assurer de donner les outils nécessaires à toutes les personnes qui vont vouloir se présenter en politique pour qu'elles comprennent, ben oui, c'est sécuritaire. Puis tu n'as pas besoin de mettre ton intégrité physique à risque pour te lancer en politique. Tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué que c'était plus envers les femmes politiciennes ou il y avait aussi cette agressivité envers les hommes? Ben, c'est vraiment les discussions que j'ai eues pour l'instant, c'est des personnes qui sont autour de moi, donc peut-être qu'il faudrait des études beaucoup plus exhaustives, mais je sais qu'il y a d'autres femmes qui le vivent. Puis peut-être que ça s'exprime aussi d'une façon particulière. Ben, certainement que ça s'exprime d'une façon particulière lorsqu'on est une femme noire également, mais je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être analysé. Alors, on parle de femmes leaders, hein, on vous reconnaît comme telle. Donc,
j'ai vu qu'on parlait de votre leadership qui était innovant. Et là, j'avais envie de savoir en quoi consiste ce leadership innovant. Ah mon Dieu, c'est vrai que c'est un terme... ben, je pense que c'est... Puis je le dis souvent aux équipes de la fonction publique, tu sais, c'est... Pour moi, c'est être en mesure, oser en fait porter des lunettes différentes ou un regard différent sur des problématiques. Un exemple, un dossier qui me préoccupe beaucoup depuis que je suis arrivée, puis je pense que ça préoccupe beaucoup les citoyennes et citoyens de l'arrondissement, c'est toutes les questions de propreté puis de gestion de nos... bon, c'est pas très sexy, là, mais Oui. la gestion des poubelles, mais Oui. c'est extrêmement... C'est la base, c'est important, c'est la base notamment du travail municipal. Puis avec toutes les questions de transition écologique, on est rendu à un point où on veut peut-être voir à espacer des collectes, on veut que les gens recyclent, compostent, etc. Mais moi, je veux qu'on s'assure de faire une transition écologique qui est inclusive, parce qu'il y a plusieurs choses qui font en sorte que quelqu'un ne comprend pas comment recycler ou ne comprend pas comment composter ou ne se préoccupe pas de quel jour est-ce qu'on doit jeter la poubelle, etc. Donc, on va, puis là, bon, je vous le dis en exclu, on est en train de travailler pour... on va faire en fait un hackathon autour de la question, c'est-à-dire, tu sais, on a questionné les services qui disent, ben écoutez, voici nos processus, on a essayé différentes stratégies, mais on se bute toujours à des problématiques. Donc, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on voit le truc complètement différemment. Donc, on va réunir des personnes donc de la fonction publique qui connaissent l'opérationnel, des citoyennes et citoyens qui le vivent, des gestionnaires d'immeubles, etc., puis des personnes des universités et des personnes qui sont dans le secteur de l'innovation technologique et on va tous se mettre ensemble pour poser la problématique puis voir, bon, est-ce qu'il y a une autre façon de voir la gestion des poubelles et particulièrement dans un quartier comme Côte-des-Neiges-NDG, oui, la diversité de la population, mais aussi, on a un cadre bâti qui est particulier, c'est-à-dire beaucoup de logements avec 9 logements et plus, par exemple. Donc, c'est pas des maisons unifamiliales où tout le monde sort la poubelle devant chez lui ou chez elle. Donc, c'est un contexte qui est aussi particulier à Montréal, notre cadre bâti. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Première femme noire à être mairesse d'arrondissement. Alors, je poursuis ma discussion avec Gracia Kasoki-Katawa. Alors, vous êtes mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, un arrondissement où l'on retrouve 80 langues. Alors, c'est ce que j'ai vu. Peut-être qu'il y en a plus. Alors, comment se passe le vivre ensemble dans un arrondissement où autant de différences culturelles se côtoient? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est... En fait, c'est important pour... En fait, il faut que ce soit considéré comme une richesse. Puis je pense que c'est comme ça que les gens de Côte-des-Neiges, NDG le vivent. C'est-à-dire... pour vous donner des exemples concrets, il y a beaucoup d'événements qui se passent durant la période estivale dans l'arrondissement parce qu'il y a des groupes... de différentes communautés, de différents pays qui se disent, bon, on va faire notre fête dans tel parc, on va faire notre fête dans tel parc. Donc, et puis, c'est des événements qui sont ouverts au public. C'est important pour nous, lorsqu'on soutient ce type d'événement, que tout le monde puisse pouvoir y participer. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on habite dans le quartier, on a la possibilité de goûter à de la nourriture d'un peu partout dans le monde, de découvrir les cultures qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, je pense que pour les gens de l'arrondissement, c'est vraiment considéré comme une richesse. Ça, c'est sans parler de tous les commerces, restaurants, etc., qui sont la propriété de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde, encore une fois. Et aussi, mais ça amène une responsabilité où on doit être conscient de ça parce que, par exemple, on a une opération qu'on appelle Opération 1er juillet où on s'assure, là, les quelques semaines avant le 1er juillet, de se promener dans l'arrondissement puis aviser les gens qu'il y a des ressources qui existent à la ville s'ils arrivent au 1er juillet, qui doivent quitter leur logement et qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Nous, notre opération 1er juillet, on s'assure que le message est traduit, si je ne me trompe pas, dans 12 langues. Donc, en fait, on se promène dans l'arrondissement avec des haut-parleurs qui transmettent l'information dans plusieurs langues pour nous assurer que les personnes sont au courant. Puis ça, c'est en plus de
transmettre l'information aux organismes communautaires avec lesquels on est en contact, Oui. qui, eux, ont leur propre réseau également. Donc c'est une richesse et une responsabilité. Donc, on ne pourrait pas se dire, ben Mhm. non, Mhm. ils ont 6 mois pour apprendre le français. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, Ouais. là, on est à quelques semaines du 1er juillet. Mhm. Est-ce que les gens ont des logements ou pas? On a besoin de le savoir parce qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent C'est dans ce la que- rue. Donc, c'est un service essentiel qu'on offre dans 12 langues Oui. et plus parce que c'est important que les gens nous Mhm. comprennent. Mhm. Donc, avec tout ça, pour vous, est-ce que le combat pour un Québec en français, c'est un combat légitime? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, Montréal est une métropole francophone en Amérique du Nord. Je vous ai expliqué comment. D'ailleurs, la RDC Congo, c'est le plus grand pays francophone au monde. Exactement. On va se le dire. Ouais. Bon, et donc, tout à fait. Je veux Mhm. dire, Montréal, le Québec, le fait français, c'est quelque chose d'absolument important. Oui. Mais ce que je dis, c'est que comme élu qui est près de la population, c'est un peu comme lorsque je suis infirmière au chevet. Oui. Puis ce qui était formidable à l'hôpital juif, c'est que si je dois soigner une patiente, une russe, Mhm. ben, je dois comprendre ce qu'elle me dit. Donc, nous, ce qu'on avait dans l'hôpital à ce moment-là, c'est qu'il y avait, comme il y avait des employés qui venaient d'un peu partout dans le monde, Oui, oui. on était en mesure de faire appel, dire, ah, s'il y a quelqu'un qui parle russe, est-ce que vous pouvez aller à tel étage? Mhm. Comme ça, on est en mesure d'établir un contact avec la personne. Donc, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire on offre des services qui sont essentiels à la population. Oui. Donc, il faut, à certains moments, qu'on soit en mesure de se comprendre Oui. si on veut éviter des problématiques ou des catastrophes. Puis ça, évidemment, c'est en même temps qu'on soutient des organismes Mhm. qui, parmi leurs activités, offrent des services de francisation, par exemple. Oui. Puis ça, c'est évidemment, souvent, c'est en partenariat avec le gouvernement provincial, mais nous, on les soutient localement pour s'assurer qu'ils restent bien en vie, bien en activité, Oui. sachant qu'ils donnent des cours de français à une partie de notre population. Donc, c'est vraiment... voilà, le fait français est important, puis c'est comme ça que ça se vit, en fait, dans le quotidien à Côte-des-Neiges-NDG. Mhm. Merci. Je vous ramène à votre rôle de mairesse. Est-ce que, quels sont vos propres combats? Est-ce que c'est sûr que dans un poste, on a toujours les dossiers réguliers, les dossiers en urgence et tout. Mais est-ce que vous avez des propres combats? Donc, quelque chose que vous auriez aimé après votre passage, de dire, ben, ça a été votre action. Mhm. Vous avez impacté, quoi. Ah, il y a tellement de choses à dire, à faire. C'est ça qui fait en sorte que c'est tellement motivant. En fait, déjà, avec l'historique de l'arrondissement, Mhm. donc, bon, voilà, il y a eu des années où il y a un maire qui est allé en prison, il y a Oui. eu les années où, bon, il y a eu des défis entre le politique et l'administration publique. Au fil des ans, je pense que l'arrondissement, les gens ont perdu. C'est-à-dire qu'on est possiblement... On n'a pas été en mesure d'aller peut-être aussi vite que la population l'aurait souhaité sur les transformations dans le quartier, faire des quartiers, des milieux de vie vraiment à échelle humaine, s'assurer de... Donc voilà, donc moi, ce qui est important pour moi, puis je mets beaucoup de l'avant mes compétences en gestion, je veux qu'on livre, je veux qu'on aille chercher du financement Oui. à la ville-centre, à d'autres paliers de gouvernement, puis qu'on livre la marchandise pour les gens, puis que les gens voient qu'on travaille pour eux. Vraiment, vraiment, je suis là pour eux. Oui. Tout comme j'étais là pour eux en tant qu'infirmière à l'hôpital, pour moi, en plus, la meilleure façon de soigner la population, c'est dans des postes comme celui où je suis en ce moment, où je peux toucher une multiplicité de facettes, finalement, liées à la santé. Donc ça, c'est un premier élément. Donc je veux qu'ils voient que vraiment, leur bien-être est important pour nous. Oui, je dis moi, mais nous, je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des élus autour de la table. Plus concrètement, je pense que cette volonté-là de transformer les quartiers, on le voit notamment dans... Ça peut paraître des éléments de base, hein, mais dans nos efforts d'embellissement de secteurs où on sait que dans le quotidien, c'est plus difficile. Puis je vous en parle parce que je pensais pas que ça serait un gros enjeu. Oui. Moi, j'en ai parlé à la fonction publique. Je dis, vous savez, je pense qu'on doit pas seulement embellir les secteurs plus aisés, mais on doit vraiment faire des efforts d'embellissement dans des secteurs qui sont dits plus défavorisés, etc. Puis on a eu à avoir un débat là-dessus au conseil d'arrondissement avec des citoyens qui m'ont dit « Ah, vous savez, Madame la mairesse, ce type
d'embellissement, c'est pour Outremont ou Sainte-Catherine, mais c'est pas pour Côte-des-Neiges. Ah oui, OK. Donc, c'est intéressant. Mhm. On a eu à avoir la conversation. Puis, j'ai eu à me positionner comme mairesse et dire non. Moi, je pense que Côte-des-Neiges aussi, le secteur particulier où qu'il était question, c'est le secteur d'Arlington. Oui. J'ai dit non, Darlington aussi a le droit d'avoir des mesures d'embellissement. Mhm. Puis ce que j'ai été vraiment heureuse de constater, c'est qu'après avoir mis ces mesures-là, bon, ça a été un peu difficile au début avec des personnes qui étaient opposées, Mhm. sauf que tout l'été, je suis passée dans le secteur, puis il y avait des familles, des aînés, des personnes qui étaient assis dans ce petit aménagement qu'on a fait, tout simple, mais tellement important, parce que parfois, tu vis des difficultés à la maison, mais tu as juste envie de sortir un 5-10 minutes, respirer dans un endroit qui est beau autour de chez toi. Mhm. Puis on voit aussi, on le sait dans les études urbanistiques, que lorsqu'on a ce genre de place publique, dans des endroits où les gens sont assis à l'extérieur, ben, ça peut contribuer à diminuer les activités à caractère criminel autour. Donc, voilà un exemple. Ça, c'est peut-être un peu plus philosophique, là, mais dans le concret, on a fait un plan stratégique l'année passée et la priorité numéro 1 pour les gens de l'arrondissement, c'est l'habitation. Mhm. Oui. On est beaucoup de personnes, on est dans une crise du logement, ça frappe beaucoup chez nous. On accueille beaucoup de nouvelles personnes en arrondissement. On a parlé des demandeurs d'asile récemment. Donc, c'est sûr que moi, je travaille là, de très près avec mes collègues à la Ville-Centre pour qu'on travaille à faire atterrir des projets de logement abordables, Puis trouver éventuellement des solutions. social. Je lève les yeux au ciel parce que c'est un gros défi, mais c'est la priorité numéro 1 des gens de l'arrondissement. Ouais. Au micro avec la mairesse Catarois de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. J'ai envie de vous demander, parce que vous avez fait beaucoup le lien avec votre profession aussi en tant qu'infirmière, est-ce que ça vous manque? Ah, c'est une bonne question. Vous savez, moi, je dis toujours, les gens disent, ah, vous étiez infirmière avant. Je dis, non, je suis toujours infirmière. Ouais. C'est important pour moi de le dire et de le rappeler parce que soigner, pour moi, vraiment, c'est quand je dis je prends soin des gens, c'est pas un slogan. Oui. Pour moi, puis j'ai rencontré Dr Brunet récemment, là, qui est le PDG du quartier de l'innovation en santé. On a vraiment des leviers importants au municipal pour prendre soin de notre population, puis s'assurer qu'ils restent en santé le plus possible à l'extérieur des hôpitaux. C'est ça le but. Oui. Et puis, je me suis rendu compte de ça, moi, en travaillant comme infirmière au chevet à l'intérieur d'un hôpital. Je travaille sur une unité de chirurgie et puis parfois, on prend plusieurs mois à soigner une personne. C'est-à-dire, une personne est avec nous à l'hôpital pendant plusieurs mois, puis elle s'en va à la maison, puis après quelques semaines, elle revient. Puis tu dis, ah, mais on a travaillé tellement fort. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur pour que cette personne revienne? Ah, ben, je sais pas moi, elle est tombée sur la glace, fracture de la hanche, donc c'est ce qui l'a ramenée. Mais tout ça, là, tomber sur la glace sur un trottoir, c'est des choses qui se passent aussi sur le territoire du municipal. Puis ça, c'est un exemple. Et on peut parler lorsqu'il y a des vagues de chaleur et que les gens sont pris à la maison, etc., et qu'il n'y a pas d'îlot de fraîcheur près de chez eux. Donc, c'est tous des éléments qui amènent les gens à l'hôpital. Puis donc, comme infirmière au chevet, je soignais les gens un par un, donc eux et leur famille, un par un. Mais je me disais, j'aimerais tellement avoir plus d'impact. Et j'ai vraiment trouvé un endroit où je suis en mesure d'avoir un impact sur beaucoup plus de personnes, sur toute une communauté. Donc, pour moi,
moi, en fait, je continue à pratiquer comme infirmière. Puis les gens pensent que c'est ça, une infirmière, c'est au chevet, puis bon, ça prête attention au chevet, ça, etc., ouais. etc. Sauf que les infirmières sont vraiment dans différents domaines et le domaine politique est un domaine de la profession infirmière. Donc, je suis toujours infirmière aujourd'hui. C'est certain que j'avais peur que la proximité avec le patient, Oui. au chevet, à l'hôpital, me manque parce que c'est une relation qui est particulière. C'est un privilège qu'on a d'accompagner les gens dans ces moments-là de leur vie. Mais je dois vous dire que je le retrouve à certains moments au niveau municipal où des personnes viennent me voir et me confient, en fait, des éléments qu'ils vivent, des choses sur lesquelles je peux agir, moi, directement, ou des choses sur lesquelles, si je peux pas, en fait, je vois au moins où je peux les référer. Donc, cette proximité-là avec une personne ou sa famille, je la retrouve à certains moments dans mon rôle de mairesse également. Donc, je trouve ça agréable de pouvoir travailler à la fois au niveau micro et au niveau macro. Oui. Puis, en plus d'être infirmière, vous avez fait aussi du théâtre. Oui, oh my God! Alors, j'ai bien lu, j'ai bien lu. Oui, oh my God, oui. En effet. Ouais. Et le théâtre, qu'est-ce que ça apporte en politique? Est-ce que vous en servez? Est-ce que je m'en sers? Mais en fait, j'ai fait... Puis ça faisait partie de la stratégie de mes parents dans leur immigration pour s'assurer qu'on ait tellement de choses à faire à l'extérieur de l'école qu'on n'ait pas des idées qui sont moins intéressantes, disons, pour des jeunes, là. Donc, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des cours de cinéma. Je pense que ça m'a... Ben voilà, j'ai pas peur, disons, de m'exprimer en public. Il y a toujours, bon, un petit stress, un petit trac, là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. Je sais, en fait, j'ai appris à gérer le trac, en fait, avant de se présenter devant public. Et je me rappelle, j'ai fait une entrevue, justement, lorsque on attendait de savoir si elle allait avoir un recomptage, puis c'est ça, là, je me sentais comme juste avant de rentrer, là, côté jardin, là, puis que tu sais que c'est bientôt ton cue pour rentrer, puis tu prends ta bonne respiration, puis tu pars, c'est à toi de jouer. Donc, oui, il y a des... Parce que ce sont des rôles, hein, les professions que l'on exerce. Il y a le rôle et puis il y a la personne. Donc, est-ce que c'est facile de faire le changement le changement de rôle? Ben, je dirais que je pense, hein, puis je pense qu'en politique, c'est important que le rôle soit en bonne adéquation avec la personne. Je pense que ça rend la chose plus humaine, clairement. Lorsque je vous parlais des différentes politiques publiques où ce que je souhaite embellir des quartiers qui sont peut-être même moins nantis, mais ça c'est très en lien avec qui je suis. Toutes les questions de justice sociale, c'est des choses qui m'habitent depuis longtemps, de par d'où je viens. Donc, je pense que c'est très important, selon moi, que le rôle qu'on exerce soit aligné avec qui l'on est. Oui. On a parlé de théâtre, maintenant de culture. Vous aimez lire? Mais écoutez, j'essaye de lire le plus souvent possible. C'est pas toujours évident, mais oui, surtout dans des périodes où je suis en congé, en vacances, puis que je sais que je peux me lancer dans un projet de lecture. Oui, j'aime bien. Puis je lis beaucoup pour, encore une fois, m'inspirer. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait des conférences, mais je lis aussi des livres autobiographiques, par exemple, ou des auteurs qui me permettent de cheminer sur des questions sociétales. Alors là, moi, je fais une petite publicité pour Vues et Voix. C'est que si vous n'avez pas le temps, il y a les livres audio qui se lisent. Aussi, oui, en effet. Qui se lisent bien souvent lorsqu'on est pris et ça relaxe aussi. Alors, en parlant de relaxation, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer? Parce qu'on sait que la politique, ça gruge beaucoup. Les émotions, etc. Le stress, quelles sont vos actions pour vous ressourcer? Je pense que je suis un être très social. Et moi, ce qui me ramène à qui je suis, c'est être en présence
de personnes qui me connaissent, qui me connaissent au-delà de la politique. Donc, ma famille, mes amis que j'ai depuis avant, tu sais, qui connaissent un peu qui m'ont vu m'impliquer dans plusieurs organisations, donc ils savent pourquoi je suis en politique. Oui. Que c'est parce que j'étais impliquée dans des organisations liées à la diversité africaine à Montréal, aux jeunes, etc. Donc, les revoir, on dirait que ça me rappelle qui je suis. Je sais pas comment. C'est vraiment ça. Et et c'est vraiment des moments qui sont extrêmement importants d'avoir ce cercle de personnes, ces cercles, parce qu'il y en a plusieurs, qui peuvent te ramener une image et dire Gracia, voici qui tu es. Oui. Rappelle-toi-en, ne l'oublie jamais, puis voici ta valeur, voici tes valeurs, en tout cas les valeurs avec lesquelles je t'ai connue, etc. Et c'est extrêmement... j'essaye de prendre le temps, mon équipe, ils le savent. Lorsque je leur dis, ben là, j'ai le baby shower d'une amie, ils disent, OK, c'est bon, madame la mairesse, ça veut dire que là, en fin de semaine, c'est pas possible. Là, récemment, j'ai une amie qui a perdu sa mère. Pour moi, c'est important. C'est important pour moi d'être là pour elle dans ces moments-là. C'est ce qui reste après tout. Voilà, que ce soit la politique ou autre chose, c'est ces moments-là qui restent et qui nous ramènent à nos valeurs profondes et à qui on est fondamentalement. Tout à fait. Alors, Gracia, est-ce que vous vous voyez faisant une longue carrière en politique? Bonne question. J'ai envie de dire que je serais là aussi longtemps que les gens vont me vouloir là. Bon, si les gens me veulent là 100 ans, il va falloir que je réévalue quand même. Mais c'est-à-dire, je pense qu'il y a tellement de travail à faire en ce moment que si les gens apprécient le travail qu'on a fait... qu'on aura fait durant notre mandat, ben, ça va me faire plaisir de répondre à l'appel dans la mesure où je suis en mesure de garder un équilibre, dans la mesure où ma famille est d'accord, en fait, on va se le dire, et que pour eux aussi, ils sont à l'aise là-dedans. C'est quelque chose parce qu'ils sont mon soutien, là, donc je ne pourrais pas faire ça sans eux. Dans la mesure aussi où moi, je suis à l'aise avec les responsabilités du rôle, ça va me faire plaisir de continuer. Maintenant, c'est sûr que, bon, je me suis lancée en politique, j'avais 36 ans, bon, donc dans ma tête, c'est clair qu'il y a une autre page, quelque part, par rapport à mon évolution de carrière. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais... une chose qui est importante, les gens qui nous écoutent, qui pensent peut-être à la politique, pour moi, j'ai plusieurs talents. Oui. Aujourd'hui, j'utilise mon talent pour Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, puis améliorer la qualité de vie des gens. Demain, je vais utiliser le même talent pour autre chose. Et pour moi, psychologiquement, c'est extrêmement important de savoir que je suis pas prise. C'est-à-dire que je suis pas... on va jamais pouvoir me faire du chantage, me menacer par rapport au poste que j'occupe en ce moment. Parce que honnêtement, ma plus grande volonté, c'est que mon talent soit utilisé au bénéfice des communautés, que ce soit comme infirmière, comme mairesse, comme consultante internationale en santé. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, je ne suis pas prise dans une boîte. Aujourd'hui, la mairie d'arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG me permet de continuer à prendre soin des gens de cet arrondissement.
demain, ça sera autre chose, Ça puis je suis sera à autre l'aise chose. avec ça. OK. Et je pense que c'est important. C'est ça. Ouais. Je vous amène à une émission, un reportage qui a eu lieu sur Radio-Canada. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais c'était un reportage qui parlait de la défaite en politique et ses effets dévastateurs, qui n'est pas encore votre cas, mais je me posais la question, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Mais avec ce que vous venez d'exprimer, la politique n'est pas une fin en soi, alors? Non, pas du tout. Pas du tout. Et bon, évidemment, c'est certain que les personnes, justement, qui ont été évoquées dans l'article, moi, je pense que c'est des personnes qui sont précieuses parce qu'elles peuvent nous coacher ou nous mentorer dans l'après-politique. Mais personnellement, dans tout ce que je fais, encore une fois, je pense que c'est parce que j'évolue dans un corps de femmes noires, donc j'ai appris à toujours me mettre dans des contextes de win-win. Donc, tout à l'heure, je parlais du recomptage, etc. Pour moi, j'ai pris la décision de me lancer parce que pour moi, c'était un win-win. Oui. Et souvent, je prends mes décisions comme ça, c'est-à-dire, je veux m'assurer que lorsque je vais dans une direction, je vois que les deux côtés de la médaille sont gagnants pour moi. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège de servir les gens de Côte-des-Neiges NDG, puis je vais le faire au mieux de mes compétences, de mes capacités, jusqu'à ce qu'ils veulent de moi, finalement, ou jusqu'à ce qu'ils apprécient le travail que je fais. Oui. Mais le jour où, finalement, il y aura une autre orientation, mais d'accord. Je dis pas que ça va être facile, puis je vais peut-être appeler les élus qui l'ont vécu pour voir comment est-ce qu'ils passent à travers. C'est ça. Mais quand je vais me recentrer sur moi-même, retourner dans mes cercles qui vont me rappeler qui je suis, ben je sais que j'ai d'autres talents. Je sais qu'il y a des gens ailleurs qui ont besoin de ce talent-là, puis que je vais aller puiser là pour me repositionner puis voir, c'est quoi ma prochaine mission. C'est très bien dit. Donc, définitivement, vous inspirez. Alors maintenant, j'aimerais savoir quels sont les hommes ou les femmes qui vous ont inspiré à votre tour. On dit, il y a différents niveaux. Tu sais, dans les personnes qui ont marqué l'histoire, il y a beaucoup Harriet Tubman, que j'ai découvert un peu sur le tard. Donc, c'est-à-dire, j'étais déjà infirmière, donc professionnelle. Mais Harriet Tubman, donc c'est une femme noire américaine qui est née esclave, qui s'en est sortie, qui est retournée sortir plusieurs personnes de l'esclavage, qui a été espionne aussi durant la guerre, qui a fini au Canada comme infirmière, dans le fond, à prendre soin des gens. Puis sa ténacité, son courage, bref, le fait qu'elle soit infirmière aussi, malgré tout, pas malgré tout, mais je veux dire, en plus de tout, ce qu'elle a fait, pour moi, c'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Donc, Harriet Tubman, mais il y a aussi beaucoup de personnes contemporaines qui m'inspirent, puis c'est vraiment de là où je puise, justement, lorsque je disais tout à l'heure, mes inspirations en termes de cheminement de carrière. Tu sais, je peux citer Amina Gerba, qui est sénatrice aujourd'hui, mais que j'ai connue lorsque j'étais impliquée au réseau des entrepreneurs et professionnels africains, qui est une entrepreneure qui a toujours créé des liens entre le Canada et le continent africain pour le développement des affaires. Je veux aussi citer Dominique Anglade. Dominique Anglade qui a... depuis que je connais depuis que je suis sa carrière, qui a toujours été en mesure d'être dans des postes de leadership intéressants, puis d'être comme une des premières, etc. Ça amène son lot de difficultés, mais encore une fois, je pense qu'elle peut être un bon exemple. Dominique Olivier, tout à fait. Erika on pourrait en nommer. Exactement. Merci. Donc, merci Gracia Kasoki-Katawa, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on vous souhaite une belle suite et du succès dans votre mandat. Alors, continuez à inspirer d'autres jeunes femmes à embrasser la carrière politique. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.